Kabila était un petit joueur. Il vivait de larcin. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la guerre contre Mobutu. Mais Kone Kaboulé était plutôt notre attaché militaire en France. Déjà vers les années 80, au début des années 90, ça doit être 91 ou 92 ou 93, il avait fait un rapport bien détaillé qui reprenait tout ce qui est arrivé au régime en termes de rébellion de l'AFDL. Ça disait quoi? Il disait que bon, les Occidentaux, ils ont opté pour le départ de Mobutu. On n'a plus besoin de lui, puisque la guerre froide n'est plus là. L'URSS n'est plus une menace. L'Angola et le Congo-Brésil sont devenus des économies de marché, ils ne sont plus dans le système communiste. Donc on n'a plus besoin de Mobutu. C'était ça. C'était ça, le document parlait de ça. Et il fallait maintenant le faire remplacer par ce que les concepts qu'on avait développés à l'époque des dirigeants, les nouveaux dirigeants de la Renaissance africaine. Dont Paul Kagame, Yoweri Museveni, Afewerki, l'homme de l'Éthiopie, de l'Érythrée. C'était l'Équateur, les 4 ou 5 dirigeants là que les Américains présentaient au reste du monde comme étant ces dirigeants qui vont développer l'Afrique, qui vont implémenter la Renaissance africaine. En réalité, c'était des pions. Il avait dit la fois passée, c'était des pions que les Occidentaux utilisaient pour faire partir Mobutu afin d'avoir main basse sur les richesses de l'Est et de la RDC. Donc Mobutu était considéré comme un bouclier pour les États-Unis d'Amérique en Afrique? Oui, à l'époque de la guerre froide, pendant toute la durée de la guerre froide, mais une des émissions, à l'une des occasions de cette visite à Washington, Ronald Reagan avait dit ça, le président Ronald Reagan avait dit que c'est un partenaire très capital pour les dispositifs de l'OTAN. C'est un partenaire, Mobutu était un partenaire capital de l'Occident au plan sécuritaire.